Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de ce congrès. Je suis très heureux de vous parler de management, mais pas n'importe quel management, le management différent. Certains sont iconoclastes, d'autres sont provocateurs, certains sont totalement dévoués à leur équipe, d'autres sont carrément des autistes, voire des sociopathes. Certains sont des digitaux ultra connectés, mais ils ont tous un point commun. Et quel est ce point commun? C'est qu'ils managent différemment. Manager différemment, c'est le sujet de ce 5e numéro de l'Angle Commercial. Allez, et quel bonheur aujourd'hui que d'accueillir. Alors comment le présenter, mesdames et messieurs? Je dirais que c'est le samouraï du management créatif, c'est le shogun de la positivité, c'est l'empereur Shinto de la cuisine ultra créative. Mesdames et messieurs, Thierry Marx. Merci. Thierry Marx, manager résolument différent, manager inspiré. On est tous fans. Alors, ce qui étonne encore plus, c'est la modestie, je dirais, la simplicité avec laquelle vous arrivez sur scène. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, L'homme positif, calme, mesuré. C'est quoi votre secret? Je crois que c'est le secret, il y en a pas vraiment, c'est de rester effectivement positif, de regarder devant. Et quand on regarde devant, c'est qu'on vit au présent en ayant une vision assez large des choses, mais pas de se trouver en permanence des excuses pour ne pas faire. Donc il y a une phrase du général Lott que j'aime beaucoup qui dit « calme, avant et droit ». Je crois que c'est tout ce que j'essaie ou que je mets en pratique avec mes équipes pour que les uns avec les autres, et rarement les uns contre les autres, on puisse avancer dans un monde comme on le baptise depuis quelques années, notamment nos amis américains qui disent qui est VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc si autour de vous, vous ne mettez pas une bonne dose d'ondes positives, si vous ne réunissez pas, si vous n'avez pas des projets, et des projets pour conquérir, bien sûr, parce qu'on est là aussi pour gagner des parts de marché, pour se développer, ça ne fonctionne pas. Alors à chaque fois, on me dit, mais c'est quoi la recette? Alors si j'avais une recette, je vous la donnerais. Vous en avez plein, remarqué. Hein. Non, mais je vous la donnerais bien volontiers. En tout cas de cuisine, mais pour Ou si j'avais un logiciel, je vous dirais, mais je vous le vendrais, mais il n'y en a pas. Le logiciel, nous l'avons en nous. C'est savoir-être pour durer et faire en sorte de construire, comme on disait quand j'étais au Japon, sur ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire la confiance, la fraternité, un certain nombre de valeurs comme ça qui, au quotidien, quand vous serrez la main d'un collaborateur, vous sentez que vous êtes connecté. Et dans cet endroit, ça nous paraît être une évidence. C'est pas toujours vrai. Vous êtes au bon endroit pour la connexion. Vous avez parlé du Japon. Le Japon, on va en parler parce qu'effectivement, on parle de show, de la voie que l'on suit. C'est l'éternelle amélioration. Est-ce que ces valeurs japonaises, évidemment, vous en parlez souvent, vous avez des managers commerciaux dans cette salle. Alors, est-ce que vous sauriez, à partir de cette philosophie, est-ce que c'est la philosophie Shinto, bouddhiste, japonaise, le sens du détail, c'est quoi qui fait que dans ces sources nippones, vous trouvez plein de choses pour être cet entrepreneur extraordinaire? Je vais vous répondre avec beaucoup d'humilité. C'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis passionné, je me passionne encore pour l'art martial, pour le Japon. Et je me suis dit, est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils ont un rapport à la vie qui est différent? Oui, certes, mais nous avons les mêmes valeurs. Nous avons les mêmes envies, nous avons la même volonté. Vous savez, que ce soit Tokugawa au siège de Shinohara ou Richard Cœur de Lion au siège de Jaffa, il ne recule pas. Il ne recule pas. Et je crois qu'un manager, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne va pas reculer devant la difficulté. Et s'il recule, il y a une stratégie. Ce ne sera pas une fuite. Il n'y a pas de modèle japonais, il n'y a pas de modèle bouddhiste ou shintoïste, peu importe. Il n'y a pas de modèle occidental. Il y a cette volonté de franchir, d'avancer, de ne pas se contenter de dire c'était mieux dans le temps. Ben non, dans le passé, c'était dans le passé, c'est fini. Il faut avancer. Et si je voulais faire une métaphore que j'utilise beaucoup en termes de management pour mes collaborateurs, quand j'étais au Japon, je travaillais avec un professeur qui avait comme emblème une libellule.
toute sa famille portait l'emblème de la libellule. Alors, j'étais un peu plus jeune à l'époque et ça nous faisait rire. On trouvait que la libellule manquait de virilité. Et puis un jour, ce vieux monsieur nous dit « Mais vous n'avez jamais observé une libellule, c'est pour ça que vous dites ça. » Alors effectivement, on n'avait jamais observé une libellule. Quand vous avez une libellule, quand elle rencontre une difficulté, elle vit au présent, pleinement. Donc quand elle a une difficulté face à elle, elle va légèrement à droite, légèrement à gauche, elle se met en stationnaire, mais mécaniquement, elle ne peut pas reculer. Donc elle va changer d'axe cognitif pour regarder les choses différemment et quand même franchir l'obstacle ou le contourner. C'est ça un manager. Donc il n'y a pas de règle, c'est universel. C'est cette spirale dynamique que j'évoque souvent dans mon livre, c'est cette capacité à ne plus avoir d'échecs. On me dit, mais vous êtes fou, comment vous pouvez penser que... vous savez, il y a ces fameuses phrases, on se reconstruit avec l'échec, on se relève. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Exactement, exactement. Ben, pour moi, le fait d'avoir étudié effectivement en Asie, que le mot échec n'existe pas, on ne l'écrit pas, c'est une opportunité. Et que le fait que de se dire, mais il n'y a pas d'échec. Et c'est très facile pour un jeune manager ou un jeune collaborateur de dire, voilà, nous avons eu 3 opportunités aujourd'hui, nous les avons résolues comme ça nous a fait grandir, ça nous a fait progresser. Donc vous n'avez plus cette notion de l'échec et de cette peur, finalement, que je peux comprendre. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais depuis une trentaine d'années, le monde de l'entreprise est dans la peur. On soumet bien souvent à la peur nos collaborateurs sans s'en rendre compte. Donc si vous n'arrivez pas à bâtir des choses assez solides, qui ne se voient pas, de confiance, ce lien social extrêmement important qu'on doit retrouver dans l'entreprise, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, l'entreprise est sociale ou n'est pas. Et c'est ça qui est important de retenir. Mais il n'y a pas de modèle qui serait en Asie ou de modèle qui serait en Occident. Alors, votre parcours, il est phénoménal quand même, hein, ça aussi on peut le dire. Est-ce que vous sauriez aller, parce qu'on a peu de temps, mais 3, 4 dates qui ont structuré un petit peu, parlez-nous aussi, parce que faites-nous envie, faites-nous rêver. On n'a pas encore parlé de cuisine, c'est quand même énorme, vous êtes dans une assemblée de managers. Mais oui, vous avez trouvé votre voie dans plein de choses, mais notamment dans nos assiettes, c'est pas mal. Si vous deviez aller un petit peu en retour arrière, le retour arrière, c'est la chance peut-être d'être né en 59 et d'avoir encore eu la possibilité de rencontrer dans nos quartiers difficiles, je viens d'une extraction sociale modeste, d'avoir encore pu rencontrer des adultes épanouis. Donc, scolarité plus que médiocre, donc une sortie de scolarité rapide. Dans les années 75, la chance de rencontrer un grand artisan, Bernard Ganachot, meilleur ouvrier de France, boulanger, qui va me dire, plutôt que de me saloper la vitrine et de rester affiché devant, tu rentres et tu regardes comment on fait, et de me donner l'envie de faire mon tour de France comme pâtissier. Donc on est dans les années 75. Années 80, 79, octobre 79, c'est l'engagement avec l'armée française. Et c'est vrai que là, c'est un autre monde, mais encore une fois, je tombe dans un silo où la parole donnée a son importance, donc un cadre éducationnel qui va compter pour moi. Ensuite, les voyages, l'Australie, le Japon. Toujours la pratique du judo qui, là aussi, m'apporte un accompagnement professionnel et qui me structure dans ma vie. Donc, je vais avancer comme ça. Et puis, première entreprise, c'est 92. Première entreprise quasiment en nom propre, en business partner. Et voilà un petit peu les dates qui ont compté. Vous savez, en judo, on dit qu'il faut être un papier de soie, un papier froissé. Et on aperçoit qu'un papier froissé, s'il est solide, il va se reconstruire avec toutes les valeurs des petites marques qu'on trouve sur le papier. Donc voilà, je suis un peu un papier froissé avec des dates comme ça qui se sont succédées, mais qui à chaque fois ont été un cadre éducationnel qui m'a permis de rebondir sur les dates suivantes. Ces valeurs, on les sent en permanence dans votre discours. Évidemment, c'est très impressionnant. On se projette un peu dans le futur. J'habite pas loin de Gare du Nord. J'ai vu que vous prépariez des choses, des livres, des tas de projets. Vous en êtes où exactement ? Oui, des projets nombreux, c'est vrai. D'abord, les projets des écoles. Les écoles d'insertion fonctionnent très bien. Cuisine, mode d'emploi. Boulangerie, mode d'emploi. Service, mode d'emploi. On est en mode SMA aujourd'hui. Donc, ça veut dire Villeneuve-Loubet, donc Nice bientôt, Marseille bientôt, Lyon bientôt. Et puis, la Gare du Nord, ça va être... là aussi, une très très grande brasserie pour montrer que les brasseries parisiennes encore on sait faire et qu'il peut y avoir un très très beau travail sur la cuisine populaire et que dans ces brigades, il y aura effectivement des personnels issus
de nos écoles cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi, et l'ouverture d'une boulangerie rue Laborde, où là, un travail sur la boulangerie, je ne veux pas dire traditionnelle, sur la boulangerie comme elle doit être faite, dans le sens du geste, et le premier produit gastronomique français est encore le pain. Donc voilà les projets qui sont plus qu'en cours, parce que j'ai déjà mis la main sur le stylo pour signer les chèques. Donc c'est toujours la période la plus difficile, parce que à chaque fois que vous entreprenez, il faut le savoir. Même quand on s'appelle Thierry Marx. Oui, même quand on s'appelle Thierry Marx, on sort de la zone de confort. On pourrait rester dans la zone de confort, mais on sait que cette zone de confort va nous tirer vers le bas. Donc à un moment donné, il faut franchir la mer de l'incertitude. Et bien pour moi, la mer de l'incertitude, c'est de ressortir du compte en banque de la société pour réinvestir sur les bons choix. Est-ce que c'est les bons choix? Peu importe, en tout cas, ça nous fera aller plus loin. Il nous reste 30 secondes avant la suite de notre émission. 30 secondes. Allez, en 30 secondes, 3 mots-clés, 3 valeurs, 3 idées qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vous font bouger au quotidien. C'est la valeur du matin, quand je me regarde dans la glace un peu fripé et ayant besoin de me raser, c'est savoir être pour durer. Et je crois que dans la vie, c'est la seule chose qu'il faut se dire. Il y a des matins où je me dis « Ah non, tu peux pas faire un truc comme ça. Avance. » Ou tu peux pas te replier dessus. Donc savoir être pour durer, ce sont un peu les petites, je ne vais pas citer de marque, mais mes petites Duracell à moi. Et je crois qu'on les a tous au fond de nous-mêmes et qu'il ne faut pas hésiter à les dépoussiérer de temps en temps. Un Duracell qui ne serait pas habillé en lapin rose, mais en kimono, en ceinture noire. Mesdames et messieurs, Thierry Marx. Thierry Marx, vous restez avec nous. Merci. Soyez le bienvenu. Je vous rappelle le principe de l'émission. On va maintenant recevoir nos 4 managers différents. Alors, sous une pluie d'applaudissements, je vous incite à accueillir nos spécialistes. C'est l'heure du débat. Je vous les présente tout de suite. Bonjour Marie-Laure Vallée, soyez la bienvenue. On va même vous donner, allez, je fais le boulot, un micro, à moins que vous soyez tous équipés de micro-cravates, c'est bon? Bon, allez, on ne sait jamais. Soyez les bienvenus. Alors, installez-vous. Voilà, Salim également. Alors, les présentations tout de suite. Marie-Laure Vallée, vous êtes vice-présidente sourcing stratégique du groupe Velchen. Donc, on va dans quelques instants présenter votre groupe. Gaël Boudère, vous êtes le directeur du groupe Néopost Développement des Ventes. Salim Nassur, vous êtes le directeur Marketing Europe, Middle East, Africa pour Google for Works. Merci également de nous accueillir ici dans ce temple de la technologie. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Vincent Caltabellota. Alors Vincent, manager différemment en 3 minutes, c'est quoi? Alors, manager différemment... Ah pardon, j'ai pas le micro. En fait, il faut d'abord se poser la question de ce qu'est la performance en 2016. En fait, c'est quoi la performance d'une entreprise en 2016 ? Replongeons-nous un petit peu dans le temps. Lors de la révolution industrielle, la performance, c'était quoi ? C'était l'optimisation de la production. C'est l'âge d'or du taylorisme. Aujourd'hui, on le retrouve dans des concepts type lean manufacturing, etc. On ne va pas faire de science aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des choses qui ont encore lieu. Après, on a instauré la performance financière, les marchés boursiers, ce qui nous a amené à développer, on va dire, une performance du développement économique, une performance commerciale, ce qui nous a amené dans les années 80 à mettre en œuvre des machines, finalement, à vendre un peu tout, n'importe quoi, n'importe qui. Et puis, dernièrement, on a instauré d'autres critères de performance, type la responsabilité sociétale des entreprises. Bon, bref. Alors ça, c'était le passé, mais apparemment, les choses ont pas mal changé ces dernières années. Oui, alors en fait, il y a un certain nombre de choses qui se passent et qui amènent l'entreprise à changer. Alors j'en prends 3 comme ça. Bien sûr, l'émergence du digital. On est ici chez Google, donc on peut bien sûr en parler. Le digital, c'est quoi ? C'est avant tout des outils, bien sûr, mais qui font évoluer des modes de communication, qui font évoluer des comportements humains. C'est les mêmes outils qui nous font finalement dépasser les notions de temps, d'espace. Aujourd'hui, on travaille de n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Le deuxième critère est un critère plutôt social. Prenons par exemple l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose qui a bien évolué depuis 50 ans. Mai 68, c'est un petit peu l'image d'Épinal, mais aujourd'hui, on le retrouve dans la génération Y, ou plutôt la culture Y. La notion d'autorité, elle aussi a changé, et ça change la notion de performance, de management dans l'entreprise. Et puis également la fin d'un cycle commercial. Aujourd'hui, le consommateur, il est plus dupe, il est même d'ailleurs plus sachant souvent que le vendeur lui-même.
Et puis il fait émerger des nouveaux concepts. Voilà, on le voit bien avec les taxis. En tout cas, émerger des nouveaux business models, les taxis, la restauration, etc. Demain, l'assurance, la banque, etc., etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui changent et qui font changer la performance d'une entreprise. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je propose aux dirigeants de se poser la question suivante. Regardons, ne serait-ce que par rapport à 1995. Qu'est-ce qui a changé dans le monde qui nous entoure depuis 1995 ? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a changé dans nos entreprises depuis 1995 ? Finalement, pas grand-chose. On se retrouve dans une époque où, finalement, l'entreprise n'est plus toujours en phase avec la société dans laquelle elle vit. Donc, posons-nous la question, par exemple, de la gouvernance. On gouverne toujours de la même manière. On manage toujours à peu près de la même manière. On structure les entreprises de la même manière. Les outils, soit ont changé, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, alors que le monde lui-même change. En fait, il faut remettre en phase les deux, la société et le monde dans lequel on vit. Un réalignement de l'entreprise sur son environnement, c'est votre conclusion ? Oui, voilà. En gros, c'est le challenge des dirigeants pour les 5 à 10 prochaines années. Réaligner son entreprise sur le monde dans lequel on vit. C'est ce qui nous permettra de réaligner. Alors, je ne l'ai pas dit précisément tout à l'heure, mais au cœur de tout ça, il y a l'homme, forcément. Comment on manage l'homme ? Et le but, c'est de réaligner cet homme avec l'entreprise. Donc, effectivement, c'est le challenge des 5 à 10 prochaines années, c'est de réaligner cette entreprise avec le monde dans lequel elle vit. Le réalignement. Merci beaucoup, Vincent. Mesdames et messieurs, Vincent Caltabellota. Alors, on a parlé de l'homme, ça tombe bien. En préparant cette émission, j'ai eu longuement Marie-Laure Vallée. Je suis ravi de faire votre connaissance sur scène. Marie-Laure, quand on a essayé de voir quel type de manager différente vous êtes, eh bien, vous avez tout de suite dit, moi, il y a un truc qui me choque. Eh bien, c'est que historiquement, c'était plutôt aux équipes de s'adapter à la direction. En gros, c'était des exécutants, les équipes. Et vous m'avez dit, moi, la première chose que je m'efforce de faire au quotidien, c'est de m'adapter à mes équipes. C'est pour moi la première clé du management différent. C'est ça votre valeur refuge ? Votre clé de réussite aussi, devrais-je dire. Oui, c'est vrai que je mets l'humain au centre de mes préoccupations parce que je pars du postulat que la motivation dans l'environnement difficile, parfois difficile, dans lequel on vit, la motivation, c'est la clé pour performer. Si on a des gens pas motivés, on aura des gens moyens qui vont être bons mais pas excellents. Et donc ça va nous poser souci pour atteindre l'excellence justement, surtout quand on a des difficultés. Donc comme les équipes sont multiples et chaque personne est différente, l'idée c'est justement d'essayer d'identifier les leviers de motivation de chaque personne. Vous avez autant de leviers de management que de collaborateurs, c'est ça l'idée ? Alors heureusement, on essaie de se limiter à nos N-1. Et ensuite, l'idée, c'est de coacher nos N-1 de manière à ce qu'ils fassent descendre l'observation de leurs équipes. On ne peut pas toujours s'adapter à tout le monde et on ne peut pas toujours non plus trouver le levier de motivation parce que, en fait, parfois, les personnes ne connaissent même pas leur propre levier, ne se connaissent pas suffisamment bien et ont du mal à saisir ce qui va les faire vibrer. À mettre des mots sur ce qui va les faire vibrer. Donc, ces valeurs, finalement, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, c'est vrai. Est-ce que c'est nouveau, finalement ? Est-ce que c'est redevenu, finalement, un levier de management fondamental ? On entendait Thierry Marx évoquer ce point il y a quelques minutes. Vous-même, ça semble être au cœur de votre propre efficacité. Je crois que c'est une question de personne, mais... globalement, quand on est dans une entreprise, on va se retrouver face à toute une série de générations avec des besoins différents, des réactions différentes, des connaissances différentes. Et c'est aussi pour ça que l'adaptation et l'observation d'autrui, l'observation de soi-même, déjà se connaître d'abord bien avant d'aller observer l'autre, et puis nous permet de nous adapter et puis de trouver ce sur quoi on va pouvoir le faire avancer. Donc c'est faire progresser aussi les gens, les faire grandir. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Marie-Laure Vallée, votre témoignage dans quelques instants. Suite des retours et des regards, Gaël Boudergue. Alors vous êtes directeur du groupe Néopost au sein du développement des ventes. Alors vous, la clé qui vous a semblé importante dans ce monde qui se mondialise, c'est le management multiculturel. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne manage pas du tout les équipes d'un pays et d'un autre pays de la même façon. Est-ce qu'au sein d'un même pays, c'est un peu pareil maintenant ? Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai une responsabilité mondiale. Donc de ce fait, j'ai la chance d'avoir des équipes
dans tous les pays. Donc tout à l'heure, quand j'entendais parler d'Australie, du Japon, des États-Unis, c'est forcément des cultures totalement différentes. Et je suis face à une problématique que vous avez de comprendre. Dans un groupe néopost français qui part vers l'international, c'est lié à une transformation. Et la transformation de ces forces de vente, dans des cultures différentes, forcément, il faut manager différemment. Il faut manager différemment parce qu'il ne faut pas faire des erreurs sur les cultures. Parce qu'on a vite fait la caricature des Français. Et nos caricatures, qui peuvent être liées à de l'arrogance ou des choses comme ça, faut être très prudent et il faut écouter énormément. Ça paraît tout simple. C'est des conseils de bon sens, mais il faut arriver avec relativement peu d'a priori. Il faut écouter énormément les équipes. Il faut comprendre leur culture. Il faut être très curieux. Et il faut également, moi ce que je vois dans l'évolution actuelle, c'est prendre en compte toutes les nouvelles technologies, donc vivre avec son temps, mais garder les pieds sur terre et avoir beaucoup de bon sens. Avoir énormément de bon sens, parce que sinon les nouvelles technologies, ça peut apporter beaucoup de bien, mais ça peut aussi parfois nous éloigner énormément de plein de choses. Donc ramener les commerciaux dans le bon sens, ramener dans la bonne direction en comprenant les différences des uns et des autres. Au quotidien, quelles sont un petit peu vos grilles de fonctionnement dans votre management multiculturel ? Les grilles de fonctionnement que je vais pouvoir avoir vont être variables. En fait, la difficulté que je vais avoir, en fait, elle est très liée. Je vais vous prendre l'exemple des Américains, où, en comparaison avec des Français, c'est assez simple. Vous atteignez des objectifs, un objectif entre 95 à 105%, où vos enfants vous ramènent une note. Un Français, traditionnellement, vous dit pas mal. L'Américain, classique, amazing, outstanding, whatever. On est dans des écarts. L'un est apparemment blasé, l'autre est apparemment enthousiaste. Et à l'arrivée, c'est la même grille de lecture. C'est la même chose. Donc quand vous créez les plans, les plans de com des vendeurs, que vous travaillez sur tout ça, vous êtes obligé d'en tenir compte parce que un objectif à 100%, un Américain qui ne dépasse pas le 100% va très, 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 très mal le vivre. Un Français va mal le vivre, mais de toute façon, à 102, à 98, le fait de ne pas l'atteindre, ça va être très dur pour le Français, mais dans tous les cas, la réaction, dans beaucoup de cas, reste pas mal. Bon, donc, je ne veux pas caricaturer, parce que ce n'est pas une généralisation pour tout le monde, mais il faut prendre en compte toutes ces problématiques qui sont réelles, et donc ces grilles de lecture font que il faut faire attention. En fait, c'est avoir le bon prisme et de pas avoir trop d'a priori. Et donc, c'est tout aussi simple, pour pas dire simpliste, mais dans un mode de fonctionnement au quotidien avec des profils très, très différents, pour le coup. Et au Japon, vous imaginez bien que c'est très différent, la gestion d'équipes commerciales dans des produits B2B, parce que la signature forcée au Japon, c'est pas trop... Mais oui, ça n'existe pas. Les ventes à l'arraché, encore moins. Merci. Il est avec nous pour quelques questions dans un instant. Gaël Boudergue. Allez, last but not least, disent bien les Américains. Vous êtes vous-même européen, c'est Mnassur. Bonjour. Alors vous êtes avec cette maison Google, vous avez une palette, une panoplie d'outils technologiques au service de la productivité. La techno, elle est partout. Le management à base de très forts concentrés de tech, c'est aussi un levier de réussite. C'est une question. Eh bien, merci. Si c'est une question, la réponse est évidemment oui. Donc, mais peut-être avant de parler des outils, je pense que, comme le disait Gaël, les outils c'est une chose, l'humain en est une autre. Google est avant tout une entreprise qui est tournée vers les salariés. Et donc on met tout en position et en place pour offrir le meilleur à nos salariés. Parce qu'on pense évidemment que plus les salariés vont être contents et plus les employés vont être heureux, plus ils vont pouvoir travailler ensemble. Après, effectivement, il y a une composante technologique qui est importante chez Google. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Google for Work. Parce qu'au début, on avait des outils de productivité qu'on utilisait, qui étaient des outils standards du marché, et on trouvait que ce n'était pas assez efficace. Donc on a commencé à créer les nôtres, on a commencé à les utiliser de façon de plus en plus efficace, pour finir par les commercialiser, pour aider les autres entreprises à utiliser le même type de productivité. Et c'est vrai que là, encore une fois, pour reprendre les propos de Gaël, avoir une équipe qui est, mon scope est autour de l'Europe, Afrique et Middle East, donc avoir des équipes qui sont dispersées, ces nouveaux outils, effectivement, permettent d'avoir une relation, comme si finalement on était avec ces équipes dans le même lieu, si ce n'est qu'on est dans des pays différents. Ça semble encore beaucoup théorique pour beaucoup de nos invités ici présents qui suivent également l'émission en direct. Très concrètement, quand on est Google, qu'on maîtrise à ce point la technologie, comment on arrive à travailler ? Qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est la boîte à outils du management différent à fort concentré technologique ?
bon, la boîte à outils Et le tout en 45 secondes. est assez large. Mais là, vous avez par exemple un exemple à l'écran de la façon dont on travaille vraiment au quotidien. Pour ceux qui étaient là ce matin quand j'ai fait une petite intervention, il y avait une présentation. Cette présentation, je ne l'ai pas fait toute seule, on l'a fait de façon collaborative en même temps. Et ça, on peut le faire vraiment en temps réel. Et en plus, ce que permet un outil comme Hangout, comme vous voyez ici, c'est de pouvoir tous se parler et comme si on était au même endroit. Finalement collaborer comme si on était dans la même pièce. On voit derrière, c'est qu'on est en train de co-construire le même document. Voilà, le vert, c'est Paul, le voilà, rouge, c'est plusieurs personnes. C'est ça l'idée. Oui, et donc ça, c'est la partie plus productivité. Donc je pourrais vous en tenir, enfin, je pourrais vous en parler toute la journée, mais c'est pas le débat. Par contre, et encore une fois, pour revenir sur le point de Gaël, je pense que les outils n'éloignent pas. Les outils aujourd'hui, au contraire, rapprochent. Je vais vous raconter juste l'histoire de ma vie, qui était pas plus tard que ce mardi. Ce mardi, c'était mon anniversaire. Et donc, j'étais encore entre deux meetings et j'étais à Londres. Merci pour ceux qui ont dit bon anniversaire. Et j'étais. C'est gentil. Et j'étais donc à Londres. Et à un moment, j'ai quelqu'un de l'équipe qui me dit tiens, viens vite, il faut que je te montre quelque chose sur mon ordinateur. Donc, je dis oh, j'ai pas forcément le temps. Et je vais dans une salle. Et donc, si vous pouvez passer le slide, voilà ce que je vois. Je vois qu'une partie de l'équipe s'étaient réunis pour m'offrir un gâteau. Et ils étaient tous donc en hangout, comme ça, en train de me chanter bon anniversaire. Donc l'outil technologique, c'est effectivement plus de productivité, mais surtout plus de proximité avec ces équipes, qu'elles soient dans d'autres pays, mais surtout qu'elles soient en mobilité, parce qu'on peut le faire également au niveau du portable. Si j'avais le temps, je vous montrerais qu'en 2 clics, vraiment 2 clics, en tout cas 2 pouces, je peux appeler l'ensemble des personnes qui sont dans mon équipe, pas seulement au téléphone, mais en vidéo. Et on peut se parler, comme on le fait à l'heure actuelle. Donc c'est ça qu'apporte effectivement en termes de nouveaux outils. 4 secondes sur le machine learning. 4 secondes sur le machine learning. Ça va pas être facile. Mais je pense que ça parle. Justement, quand on parle d'outils, en fait, c'est intéressant de voir aujourd'hui comment la machine peut nous aider à être un humain augmenté en quelque sorte. Puisqu'aujourd'hui, comme vous sans doute, je reçois énormément d'emails par jour. Donc, quand je reçois des emails, on a sorti une petite astuce, une petite fonctionnalité qui s'appelle Smart Reply, qui vous permet de vous proposer différents types de réponses, 3 réponses, et vous pouvez répondre comme ça, très rapidement, à peu près 80% de vos emails, où vous n'avez pas besoin d'écrire un long texte. Donc ça, c'est une première apparition, où imaginez, vous êtes dans un tableur, par exemple, donc comme dans Google Sheet, vous êtes dans un tableur, vous avez plein de nombres, admettons que ce soit les forecasts des ventes, par exemple, pour des commerciaux, et là, vous avez une fonction qui s'appelle Explorer qui va vous proposer déjà de facto un certain nombre de graphes qui correspondent à ces chiffres-là. Donc vous n'allez pas vous poser la question, tiens, est-ce que je vais faire un pie chart? Est-ce que je vais faire un diagramme avec une courbe? Non, automatiquement, c'est l'outil qui vous le propose. Et là, vous allez voir, à chaque fois, vous allez gagner ces micro-moments qui vont vous permettre, in fine, d'être beaucoup plus efficace et donc passer plus de temps avec vos équipes plutôt que sur les outils. Quel ça améliore pas les chiffres précises. Si, parce que du coup, comme vous gagnez du temps, peut-être que vous vous concentrez un peu plus sur la vente. Alors, on est pratiquement au bout de l'émission. On va prendre exceptionnellement 5 minutes de rab, parce que je pense qu'on a quand même un plateau exceptionnel et je serais vraiment frustré de ne pas vous faire réagir tous et toutes sur une dernière question. En 4 secondes, Salim, c'est génial chez Google, mais vraiment 4 secondes. Comment ça s'applique chez les autres? Parce que vous êtes des technophiles, mais les autres, comment ils font? Ça s'applique très bien. Donc là, ça fait les 4 secondes. Pour être un tout petit peu plus dans le détail... Merci. Non, nos solutions sont hyper simples en fait. On travaille avec tout type d'entreprise, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Et je dirais en 3 mots, on va dire les 3 mots. On va dire c'est simple, ok, c'est très utile, très simple d'utilisation, c'est facile, c'est peu coûteux et surtout, c'est très sécurisé. Donc on peut se dire, est-ce que finalement c'est Google? Non, c'est Google for Work, et donc c'est sécurisé pour les entreprises. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Salim Nassur, il nous reste 4 petites minutes pour conclure. Vous êtes 5, donc ça fait en gros 40 secondes de conclusion. Je terminerai avec vous, Thierry Marx. La question elle est simple. Moi, si je résume un petit peu ce que j'ai entendu dans le management différent, il y a quoi? Il y a plus d'humains, il y a plus de technologie, il y a plus de mondialisation. On le savait. On est quand même avec un chef étoilé de renom. Est-ce que dans cette recette pour le management réussi en 2016, on aurait oublié des ingrédients? Eh bien, ce sera ma dernière conclusion. Quelle petite touche faut-il rajouter? Y a-t-il quelque chose qu'on aurait oublié? Et qu'est-ce qu'on fait dans son plan d'action 2016 pour réussir tout ça? Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'ordre protocolaire pour commencer. Il y en a un pour terminer. Ce sera le regard de notre invité. Allez, qui commence? Vincent, et vraiment 40 secondes, on a très peu de temps. Oui, alors vous parliez tout à l'heure de motivation. Moi, j'aurais envie de mettre deux mots supplémentaires. Prendre conscience et prendre confiance.
Prendre conscience, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Prendre conscience de ce qui se passe en dehors, dedans et demain. Donc voilà, prendre conscience, que les dirigeants doivent prendre conscience. Et prendre confiance en eux, bien sûr, mais aussi confiance dans les autres. Et c'est là que le management plus humain commence. C'est quand je commence à avoir confiance dans la créativité de l'autre, dans l'émotion de l'autre, dans la motivation de l'autre, dans son envie, etc. La pleine conscience, voilà, qui ne déplairait pas à certains de nos amateurs et de nos experts ici présents. Merci beaucoup, on la remercie à nouveau. Vincent Caltabellota, revenez quand vous voulez. Allez, Gaël, c'est votre tour. Alors moi, ça va être très simple, parce que vous avez très bien résumé. Moi, j'ai qu'une chose à ajouter vis-à-vis de ça, c'est prendre plaisir. Parce que c'est tout aussi simple que ça, parce que on est en train de mélanger des cultures, on cherche à développer du business, on a des nouvelles technologies, donc ça permet à chacun de s'épanouir et d'apprendre. Il faut avoir du bon sens autour de tout ça, et si on arrive à prendre un peu de plaisir en même temps sans oublier, parce qu'on est là pour vivre. Ce sera pas mal du tout. Mesdames et messieurs, Gaël Boudère, merci. Allez, conclusion, suite des conclusions. Eh ben, c'est parti, Marie. Bon, moi, j'aurais 3 mots. En fait, c'est optimisme, passion et lien, parce qu'il faut garder le lien, jamais oublier de garder le lien. Donc, eh ben, écoutez, merci pour ces 3 mots et ces 3 belles valeurs. Marie-Laure Vallée, eh ben, Salim, vous avez encore droit à un petit ingrédient de conclusion. C'est pas facile, on vous a peut-être piqué les vôtres. Ouais, hein. Non, mais justement, alors, je vais en trouver d'autres. 3 mots, je vais dire, just do it, comme dirait une marque de chaussures, ou juste fais-le en français. Non, ça ne tient qu'à vous, hein. Les outils sont là, les gens sont prêts, donc il suffit juste de mettre en place ces systèmes collaboratifs pour être beaucoup plus efficaces et donc plus heureux au travail. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Salim Nassur, Thierry Marx. 4 managers, 4 styles et 4 briques de management pour une boîte à outils. À tout cela, qu'est-ce que vous rajouteriez en conclusion ? Je suis très heureux parce que tout a été dit finalement. Donc je vais faire donc très on court. vous a tout piqué. Non, mais je vais faire très court. L'idée du projet. Chaque collaborateur, chaque personne dans notre environnement doit avoir un projet, ça c'est important, et comment je l'aide à s'épanouir dans son projet, au-delà du projet de l'entreprise. Mais épanouissement, ça me paraît évident, et le cap du projet me paraît évident. L'outil, l'humain c'est le plus important. Mais l'outil, il est merveilleux. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à faire nos réunions de façon planétaire, avec quelques conférences calls, on résout énormément de problèmes. Mais l'humain, est-ce que c'est pas comment je travaille dans une entreprise, mais pourquoi je travaille dans une entreprise ? Redonner du sens, et pour redonner du sens, c'est de redonner du projet, faire naître le désir du projet. Dernière chose, quand je m'adresse aux ressources humaines dans l'entreprise, quand je reçois les futurs collaborateurs, je leur dis « Pourquoi vous voulez travailler pour nous ?» Et deuxième chose, vous voyez où dans 2 ans ? J'adore les gens qui ont de l'ambition, et l'ambition, c'est important. C'est la petite flamme qui va vous faire vous lever le matin. C'est pas comment je travaille, mais pourquoi je travaille. Mesdames et messieurs, Thierry Marx. L'ouvrage s'appelle L'homme positif, c'est un ouvrage passionnant, comme l'est l'homme. Revenez évidemment quand vous voulez, vous êtes au sein du réseau DCF et sur DCF TV chez vous. Merci très sincèrement, merci à tous les 4. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à l'enregistrement. Merci à vous qui la suivez de plus en plus nombreux en direct, en public. À bientôt pour le numéro 6, ce sera le 9 février. À bientôt pour l'angle commercial. Au revoir.